la distance et puis la fac est en vrai, finalement j'en suis bien. Écoutez, merci de votre présence. Je vous vois nombreux ce soir pour accueillir un événement, puisque nous avons Frédéric Prel à nos côtés, descendant pour la 4e génération seulement d'Alfred Buot de l'Épine, un membre de la Société des Explorateurs. Donc c'est vraiment un honneur infini. Et je vois les marins du Havre qui vont se confronter à une belle histoire havraise et une belle histoire d'aventure. C'est une histoire qui termine bien. Qui termine bien, voilà. Alors je ne peux pas résister à ce plaisir de voir tous les cousins. Vous savez que donc, je suis la conservatrice de la Maison de l'Amateur et cela fait presque 15 ans maintenant que je cherche tous les cousins, descendants, alliés, affiliés au Bégoin de Meaux. Moi, je connais déjà pas mal, qui sont déjà venus, mais il y a des têtes nouvelles et je ne vais pas vous lécher. Tout à l'heure, les cousins vont être accueillis dans la Maison de l'Amateur pour une petite visite et bien, nous pourrons agréablement discuter. Nous regrettons l'absence d'André Bégoin, qui suit vraiment l'histoire de votre famille de près. Il a un petit problème de santé ce soir, mais il est de tout cœur avec nous et il me demande de vous saluer tous et il nous souhaite une belle conférence. Merci. Donc, en fait, je vais vous raconter l'histoire d'Alfred Buot de l'Épine que vous voyez là quand il avait 39 ans, et juste au moment de son mariage. C'est un véritable héros de roman, ce Alfred. Vous allez comprendre pourquoi. Il a eu plusieurs vies en une. Et tout a commencé au Havre. A commencé, puisqu'on vient de parler des Bégoins de Meaux, je vais faire un petit mot là-dessus tout de suite. C'est que quand Alfred avait 16 ans, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, il est arrivé chez André Bégoin de Meaux, qui était maire du Havre à l'époque, parce qu'ils avaient des ancêtres communs. C'est que les Buot d'Épine et les Bégoins de Meaux, pour certains, étaient liés. Et donc il arrive chez son grand-oncle, André Bégoin, qui va accueillir comme un fils, puisqu'il avait 16 ans. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas seulement l'histoire de son voyage. Là, vous voyez derrière lui, il y a son bateau. C'est pas son bateau, parce que quand Alfred Buot d'Épine en 1840 va partir sur la Delphine, qui est ce bateau, qui est un Cap Hornet, pour passer le Cap Horn pour ensuite aller livrer des choses à Valparaiso et à Lima, eh bien, il est simplement lieutenant. Il fait déjà quelques temps qu'il est lieutenant, et il est donc le 3e en grade sur le bateau, tout jeune lieutenant qui, évidemment, était trop content de partir à l'aventure pour passer Cap Horn, parce qu'il le dit lui-même dans un de ses écrits, c'était avoir un certain prestige de passer Cap Horn à l'époque. Donc, je ne vais pas seulement vous raconter l'histoire de ce voyage, je vais surtout aussi vous raconter l'histoire de l'enquête qu'on est en train de mener avec d'autres. Je ne suis pas le seul dans cette histoire-là, je les présenterai tout à l'heure. Il y a énormément de gens, d'historiens, non seulement en France, mais au Chili, qui travaillent sur l'histoire. Donc tout commence, il va partir du Havre, et puis tout commence après avoir passé le Cap Horn. Le Cap Horn, tout le monde en a entendu parler, rares sont ceux, je sais qu'ici il y en a quelques-uns qui l'ont vu. Moi je ne l'ai pas encore vu. Voilà un petit peu le décor qui est planté par rapport à ce lieu mythique. Une fois qu'ils vont avoir passé Cap Horn, avec le bateau La Delphine, ils sont une vingtaine sur le bateau, ils vont être confrontés à une grosse tempête, et ils vont être naufragés sur une déserte pendant plus de 7 mois. Alors vous l'avez compris, Alfred, c'est mon arrière-grand-père, et voilà un petit peu sa vie. Il naît en 1819, il sera pensionnaire à 9 ans, il va perdre son père lorsqu'il aura 10 ans, son papa était âgé. Et puis ensuite, à 16 ans, il arrive au Havre, chez André Bégoin de Meaux, et embarque une première fois comme novice. À 18 ans, il sera déjà lieutenant. Et puis, à 19 ans, il va partir faire la guerre au Mexique sur le navire amiral La Méride, qui va prendre le fort Saint-Jean-du-Logois en faisant le siège de Veracruz. Ensuite, à 21 ans, il va être lieutenant sur la Delphine, il sera naufragé pendant 10 mois, presque un an en fait, à partir du moment où il est parti du Havre. Puis de 22 à 25 ans, il sera à nouveau lieutenant. À 26 ans, il sera reçu capitaine au long cours. Il est d'ailleurs premier à la pratique et deuxième à la théorie. De 27 à 30 ans, il est second capitaine puis capitaine. Et là, il fait un break. Il prend un aller simple pour aller à San Francisco. Et pendant 3 ans, on perd sa trace. On sait simplement qu'il est chercheur d'or à San Francisco.
Et il revient, et de sa main, j'ai trouvé quelque chose qui dit « Je suis revenu ruiné par les incendies de San Francisco ». Quand il revient, il prend son poste de capitaine, il va diriger à ce moment-là des gros navires, pour dire qu'on lui faisait confiance, et pendant ces 3 ans, il va faire des tours du monde presque sans arrêt. À 39 ans, il rencontre sa femme, il va se marier, il ne va plus jamais voyager. Un grand classique. À 42, il rentre à la compagnie transatlantique. À 73, il est mis à la retraite. À 75, il perd son fils, il a eu 8 enfants. Et l'aîné, Pierre, était un avocat célèbre qui avait publié plusieurs bouquins qu'on peut trouver d'ailleurs sur le net, qui sont très intéressants. Et il va aller faire une conférence à Liverpool et il va être emmené par une vague en mer. Je suppose que c'est la raison pour laquelle Alfred, à la fin de sa vie, va reprendre ses notes et va écrire le récit qui nous intéresse ce soir, en se disant que, d'ailleurs il le préface en disant que, vu qu'il y a de plus en plus de navigation, il faudrait que son expérience serve à l'autre. Je suis quasiment certain que c'est à cause de la mort de son fils. Et heureusement qu'il a fait ça à ce moment-là, parce que l'année suivante, il va disparaître. Alors, ce manuscrit, voilà, là vous voyez la préface sur la gauche, une écriture magnifique. Il l'a fait dans ce petit livret, qui est arrivé jusqu'à moi aujourd'hui par les hasards des successions. Je trouve que vous voyez mon cousin Jérôme Prel, qui me l'offre suite au décès de son papa Dominique Prel, qui était un grand architecte naval, qui l'avait eu, lui, dans les tirages au sort, et qui pensait qu'un jour j'irais jusqu'au bout de l'aventure, puisqu'avec Dominique, on avait décidé que si on trouvait enfin un jour l'île, on irait ensemble pour voir à quoi ça ressemblerait. Et si on trouvait plus d'éléments, puisqu'on ne connaissait rien sur le bateau, que lui, architecte naval, en tirerait les conséquences et pourrait peut-être tirer un plan pour qu'on sache enfin à quoi ressemblait cette fameuse delphine. Il se trouve que dans les années 60, ce manuscrit a été trouvé chez nos cousins Saglio par mon père, qui était passionné de marine et qui a décidé, son père, donc mon grand-père, à faire une édition à compte d'auteur pour la famille. Donc il y a eu 250 exemplaires environ de ce naufrage de la Delphine qui ont été tirés et offerts à tous ceux qui sont nés avant 65, puisqu'il est sorti en 65. Sauf qu'on était bloqués. L'histoire est passionnante. Vous êtes un certain nombre de la famille ce soir, vous l'avez lu pour la plupart. Mais on ne sait jamais à quoi ressemble véritablement ce navire pendant presque tout le long du récit d'Alfred. Donc on était quand même un petit peu frustrés à ce niveau. Et il va falloir attendre longtemps, et quand je dis longtemps, c'est jusqu'au mois de décembre dernier, pour avoir une idée de la longueur, de la taille, de la grosseur de ce bateau. Pourtant, on avait quelques éléments que Alfred écrivait. Il a écrit que c'était un 3-mâts. Il a écrit qu'il faisait environ 300 tonneaux. Bon, ça ne parle pas tellement pour les gens qui ne sont pas du cru 300 tonneaux, ce à quoi ça peut ressembler. Et puis, Laurent Pavlidis, qui est un historien spécialiste de la marine du XVIIIe et du XIXe siècle, qui est aussi le conservateur du musée de la marine de Saint-Tropez, m'a dit, écoute, si tu veux, moi c'est un peu ma spécialité, je vais faire des recherches sur le bateau et je vais voir ce que je trouve. Et au mois de décembre, il a trouvé cette soumission de fortification qui est super intéressante, qui a été faite juste avant le départ de la Delphine pour son voyage. Et là, on apprend plein de choses. On apprend qu'il faisait 29 mètres, on apprend qu'il faisait à peu près 8 mètres de large, qu'il y avait 2 ponts, qu'il y avait 3 mâts. Et ce que Laurent m'a dit, c'est que ce qui est intéressant dans ces actes-là, c'est qu'on apprend au fur et à mesure de la vie des bateaux, à chaque départ, ce à quoi ils pouvaient ressembler. Il m'a dit que certains changeaient de 2 mâts à 3 mâts, revenaient avec un pont ou 2 ponts, etc., etc. Et puis là, en plus, on apprend une chose qui est très intéressante, c'est que ça a été fait par M. Toussaint Lecamp. Et ce M. Toussaint Lecamp, c'est un armateur, mais sans doute l'armateur le plus malchanceux au monde. Il a acheté ce bateau 20 jours avant le départ. Mais c'est aussi peut-être à cause de ça qu'il a fait le naufrage. Parce que quand il a acheté ce bateau, je vais vous montrer une autre image de ce à quoi pouvait bien ressembler la Delphine. Alors voilà un peu les proportions que pourrait avoir la Delphine. Mais ça quand même au conditionnel parce que pour l'instant on n'a pas retrouvé les plans de la Delphine. Laurent, dont je parlais tout à l'heure, va aller au chantier
à Nantes, de la basse Indre, où a été construit le bateau en 1820, pour essayer de retrouver des éléments supplémentaires. Néanmoins, je suis allé à Bordeaux il n'y a pas très longtemps, au musée de la Marine de Bordeaux. Ceux qui aiment les maquettes de bateaux, il faut s'y précipiter, parce que c'est un musée privé, quelqu'un qui a mis toute sa collection de maquettes dedans. Et finalement, en les regardant les unes après les autres, je me suis dit, tiens, ça ressemble quand même beaucoup à ce que je sais sur la Delphine. D'autant plus que le dessin que vous voyez en haut à gauche a été trouvé par un de nos cousins qui devait être là ce soir, Christian Saglio, et qui malheureusement n'a pas pu venir, a été trouvé dans une caisse d'archives familiale, et il a exhumé ce dessin au milieu d'une liasse de feuilles pas très faciles à lire, mais assez passionnante, puisqu'en fait il s'agit du premier récit qu'Alfred a fait du naufrage, sans aucun doute à son retour en 1841 vers la France, et il écrit à un ami. Il dit, comme vous savez, nous sommes partis du Havre, et à la fin il va terminer sa lettre, qui est une très très longue lettre, vous verrez que j'étais très courageux de vous en raconter aussi. Cette lettre, elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous nourrit de multiples détails dont on n'a absolument pas idée dans le manuscrit qui nous a été livré à la fin de la vie d'Alfred. Voilà la lettre dont je vous parle. Elle fait une quinzaine de pages. Voici le manuscrit en bas à gauche et voici le dessin complet. Alors ce dessin complet, il est intéressant parce que effectivement, on a l'impression qu'il s'agit de la Delphine. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose en fait. C'est vrai qu'il ressemble quand même pas mal à ce qu'on a trouvé et qui ressemble beaucoup à la maquette que j'ai identifiée au musée de la Marine. Et puis il y a ce bateau à gauche. Moi je pensais naïvement, peut-être, qu'il s'agissait de la lancha qui aura permis de se sortir d'affaires. Alors, sortir d'affaires comment? Il faut que je vous raconte un peu plus sur l'histoire. Donc ils partent du Havre, ils passent le Cap Horn, ils sont poussés par une tempête énorme sur la côte, ils vont se fracasser contre les rochers, nuit noire, brouillard, ils se mettent tous dans la chaloupe pour essayer de ne pas couler avec le bateau, et au petit matin ils voient une plage, pas très très loin, à 1 mille environ, ils vont tous s'y réfugier, et comme le hasard a fait qu'une énorme vague avait posé le bateau sur un grand récif, pendant plusieurs semaines, ils vont aller faire des allers-retours pour prendre tout ce qu'ils peuvent du bateau, pour faire un campement, pour récupérer tout ce qui est à manger et à boire. Et de là, évidemment, ils se rendent compte à l'évidence et qu'ils sont au 50e parallèle, donc c'est quand même assez bas, sur la côte chilienne, patagonienne, donc ça ressemble à la Suisse qui tombe dans l'océan, entourés de montagnes dont les plus proches font 1000 mètres environ de hauteur. À 40 km, ce sont des sommets à 3500 mètres. Ils se rendent compte surtout que la carte qui les avait aidés à partir ne les aide absolument pas à savoir où ils sont. Donc, ils vont se dire, le seul moyen qu'on a de s'en sortir, ça va être de partir par la mer. Et ils vont utiliser le canot qu'ils avaient, c'est la chaloupe, il y avait une chaloupe possible qui a été cassée entre-temps. Ils vont rafister ce canot pour repartir vers Chiloé, où ils vont acheter une lancha chilota, une spécialité locale, qu'ils vont ponter malgré tout, puisque les lanchas ne sont pas pontées, redescendre chercher leurs copains et puis revenir avec tout le monde là-haut. Donc je pensais, moi presque comme une évidence, qu'il s'agissait d'un bateau, d'une lancha. Sauf que j'ai montré ça à mon beau-frère, Paul, qui a trouvé des détails dans le dessin, qui m'a dit je ne crois pas. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop quel était le bateau. Alors puisqu'on a la chance d'avoir un pilote du Havre, est-ce que c'était une pilotine du Havre à l'époque? Est-ce que ce serait cohérent ou pas? Je vous poserai la question tout à l'heure. On restera en contact pour en savoir plus là-dessus, parce que ce serait vraiment très intéressant. D'autant plus que ce dessin est signé avec des initiales qui correspondent aux initiales d'un des passagers de la Delphine. Bon, voilà, pour l'instant, là-dessus, on n'en sait pas plus. Mais on cherche. Cette histoire m'a toujours interpellé et passionné. Quand j'avais 21 ans, j'ai dû la lire aux alentours de 15-16 ans. Et d'ailleurs, je me suis promis à ce moment-là que je ferais moi aussi le tour du monde un jour. Donc on peut dire que Alfred a vraiment été à éveiller cette vocation qui m'a donné envie de découvrir le monde. Et lorsque j'avais 21 ans, c'est le même âge qu'Alfred, je me suis dit c'est quand même incroyable cette histoire, il faudra en savoir un peu plus. Et j'ai commencé à faire ce que je continue aujourd'hui, à contacter des membres de la famille que je ne connaissais pas, et
pour les rencontrer et pour savoir s'ils n'avaient pas des archives intéressantes. C'est comme ça que je suis arrivé rue du Bac chez une de nos tantes, qui m'a ouvert ses archives. Elle avait un ensemble de choses fabuleuses, dont cette lettre, et plein d'autres choses que j'ai photocopiées à l'époque. Et cette lettre, j'ai souligné l'endroit où ça apparaît, donc c'est une lettre de la main d'Alfred, qui raconte un peu sa vie. Et il dit que ce naufrage de Delphine est consigné dans les annales maritimes de 1841, donc ce qui est tout à fait logique. Et je me suis précipité, pas tout de suite, mais je suis allé au musée de la Marine de Paris pour savoir ce que c'était que ces annales maritimes. Le conservateur était très sympa, il m'a emmené, il m'a dit voilà, c'est ça. J'ai ouvert le thème de la Delphine, et là, formidable, je trouve un texte sur le naufrage de la Delphine, non pas de la main d'Alfred, mais par un des passagers. Et c'est important parce que c'est un des passagers qui est resté à terre alors que Alfred est parti chercher du secours, lui en canot. Donc ça veut dire qu'on a déjà deux points de vue sur l'histoire. Donc ça complète évidemment le récit d'une manière importante. Alors à bord, au moment du départ, on a retrouvé un ensemble de choses dans les archives municipales généralement. Et on a la liste évidemment des passagers qu'on avait déjà, puisque c'était noté dans le manuscrit, mais il y avait quelques petites erreurs. J'ai indiqué les âges des uns et des autres. Il faut savoir que dans cet équipage, et là je reviens à la vente du navire 20 jours avant le départ, il n'y a aucun marin expérimenté, aucun d'entre eux n'a jamais passé le Cap Horn. Vous voyez que la plupart sont jeunes, le plus jeune a 14 ans, les trois vieux, entre guillemets, ont 44 ans pour le capitaine. Il y a le maître d'équipage, Jean, qui va avoir un rôle intéressant et important à 41 ans. C'est d'ailleurs le seul qui sait parler anglais. C'est aussi important. Il y a le chimiste, Antoine Darlu, qui est l'auteur du texte que j'ai retrouvé au musée de la Marine. Et on voit qu'ils sont entourés de jeunes. La plupart ont la vingtaine, très peu sont aguerris. Le problème du capitaine, c'est que lorsqu'Alfred est sur le point d'embarquer, et quand ce capitaine est nommé à la place de celui qui le précédait, celui qui le précédait connaissait très très bien la Delphine. Il avait fait déjà plusieurs voyages avec la Delphine, dont des voyages qui allaient déjà à Valparaiso et à Lima. Il avait été second avant sur la Delphine, donc ça veut dire que le bateau, il le connaissait réellement bien. Et il a été débarqué au dernier moment au profit de ce capitaine Coisy. Sans doute, alors j'imagine que changeant d'armateur, peut-être que l'ancien armateur qui était Veuve Michel et fils avait décidé d'attribuer une nouvelle tâche au capitaine qu'il avait déjà, et que le nouvel armateur avait envie que ce soit ce Coisy. Sauf que ce Coisy avait une réputation un peu sulfureuse, puisque Alfred savait qu'il avait eu des problèmes maritimes dans le passé. Après une petite enquête, en fait, Alfred public ne disait pas que le capitaine Coisy, sur le bateau qui allait juste avant, avait coulé à Saint-Domingue. Curieusement, avec une rafale de vent qu'il avait ramené sur les rochers. Sauf que là, c'était un peu plus dramatique, puisqu'il a perdu 2 hommes à ce moment-là. Et comme on sait que tous ces marins, en fait, parlaient énormément les uns avec les autres, il est probable que cette histoire était connue et que l'équipage n'était pas tout à fait rassuré. Néanmoins, Alfred dira quand même, j'étais ravi de faire ce voyage. D'abord, c'était très compliqué de trouver quelque chose, un autre bateau pour faire un voyage aussi passionnant que celui-là. Et puis en plus, je me féliciterai, et d'ailleurs, Coisy a été formidable jusqu'au bout. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, à ce moment-là en tout cas. Donc voilà, j'ai retrouvé, grâce à Madame le Prêtre, une illustration du Havre à cette époque. Alors, évidemment, c'est pas la Delphine, mais ça pourrait l'être. C'est le moment du départ. Et c'est à ce moment-là que l'aventure commence, puisqu'il sort le 30 mars 1840 du Havre. Je parlais tout à l'heure des marins qui communiquaient les uns avec les autres. Et quand on partait pour un tel voyage, vous avez vu qu'il y avait des anciens qui parlaient certainement avec les plus jeunes qui voulaient s'abreuver de l'histoire. Alors à l'époque, pour remettre un peu dans le contexte, je n'ai pris que 3 exemples, mais il y en avait certainement beaucoup plus. Surtout pour un maître d'équipage qui parlait anglais, puisque dans les ports,
quand les baleiniers anglais revenaient, évidemment, ça communiquait énormément les uns avec les autres. On peut se dire que le roman Robinson, qui a été publié en 1720, était certainement connu, que le mystère de la Pérouse, qui n'a été élucidé qu'il y a plus peu de temps, a été connu aussi. On sait aussi que les expéditions qui ont été envoyées à la fin du XVIIIe ne sont revenues bredouilles. On peut peut-être même imaginer que l'Essex, qui était un baleinier anglais, qui était au milieu du Pacifique, qui a été coulé par un cachalot. Ça doit vous parler, cette histoire. C'est une histoire vraie, en fait. Donc, c'est pas simplement Melville qui a inventé n'importe quoi. Melville qui était baleinier en 41 et 42. Cette histoire, elle est incroyable. Un cachalot coule le bateau, 5 baleinières sont à l'eau. Il y en a une seule qui va s'en tirer sur les côtes du Chili, à Valparaiso. Donc, ça nous ramène toujours au même endroit. Je vous ai préparé d'ailleurs un petit aperçu. Le cinéma américain est génial, donc évidemment, il nous a imaginé cette histoire-là. Mais donc ça, on peut imaginer que ça pouvait effrayer évidemment les jeunes marins, et puis sans compter évidemment toutes les histoires de cannibales, d'anthropophagie qu'il pouvait y avoir. D'autant plus qu'ils partaient avec une carte assez sommaire. Ces histoires d'anthropophagie, elles sont importantes parce que, notamment au Fidji, quand le capitaine Bligh passe au large du Fidji, il échappe de peu aux Fidjiens qui le poursuivent. Et en revanche, les navires américains qui vont faire naufrage dans cette zone-là vont avoir moins de chance, puisqu'au début du 19e, ils vont tous se faire manger. Donc la peur était réelle, et d'autant plus que Christophe Poulet, qui est l'archéologue chilien, franco-chilien, qui travaille avec moi sur cette histoire, a attiré mon attention que de temps en temps, les natifs, les Indiens, pouvaient être des naufrageurs, ou en tout cas agresser des naufragés. Alors, voilà avec quoi ils vont partir sous les yeux pour se diriger. Donc, une carte récente, qu'ils n'avaient pas puisqu'elle est de 1860 sur la droite, malgré tout pas énormément détaillée. Et la carte anglaise, Alfred parle d'une grande carte anglaise qu'ils avaient du Pacifique. Il s'agit sans doute de celle-là, pour une raison simple, c'est qu'on a retrouvé le nom d'un cap qu'ils vont passer lorsqu'ils vont chercher des secours, qui est indiqué ici, et qui n'est absolument sur aucune autre. Je vous ai mis en zone rouge la zone de naufrage sur l'île Campana, puisqu'ils pensaient qu'ils étaient sur l'île Campana, qui est un espèce, vous allez voir sur la slide suivante, ce à quoi ça pouvait ressembler. Vous voyez que d'ailleurs, l'île Campana est décrite comme une seule grande île. On n'avait absolument pas idée qu'il y avait un enchevêtrement de canaux et de petites îles microscopiques avec des montagnes qui se succédaient les unes après les autres. Donc à ce stade-là, nous, au niveau de l'enquête, on a plusieurs choses. On a une lettre avec des détails qu'on ne connaissait pas. Alors les détails sont de temps en temps assez rigolos. C'est que Alfred, quand il écrit à son copain, met des détails où il explique qu'il a fait certaines choses sans lesquelles ça aurait pu être plus dramatique. Il les a gommés du manuscrit définitif. Il ne voulait pas se mettre en avant. Il dit un marin a fait ça. Il a aussi parlé un peu plus des Indiens. Il a aussi souligné le fait qu'il était en conflit avec le second, donc pour une raison qu'on ne comprend pas, et qu'il ne veut pas expliquer, qu'il n'expliquera jamais. Et d'ailleurs, il le souligne. Je ne l'expliquerai ni ici, ni jamais. Donc il y a dû y avoir un gros problème avec ce second. Il y a le texte du passager, donc le manuscrit officiel, évidemment. Mais on a retrouvé aussi, grâce à Yvonique et Brigitte Lecoat, qui ont une association qui s'appelle Capornier, ils ont retrouvé le rapport de mer du capitaine dans les archives consulaires au Chili, ce qui nous donne aussi un point de vue sur la question. Et puis on a retrouvé aussi un texte d'un chirurgien sur un baleinier, qui était le docteur Ménard, qui les a vus arriver à Chiloé, en loc, et qui les décrit d'une manière assez rigolote. Donc on a une histoire complète et qui est absolument incroyable, plus incroyable même qu'une fiction. Donc là, je vous ai mis l'endroit où nous sommes pour qu'on puisse se repérer. Le 30 mars, ils vont sortir du port. Alors peut-être que le port n'était pas à cet endroit-là, on ne sait pas. Ils vont mettre 3 jours pour sortir de la Manche. Ils
vont descendre vers les Canaries. Alors il se trouve qu'aux Canaries, la Delphine avait déjà eu un problème en 1836, alors que c'était l'ancien commandant qui emmenait des ecclésiastiques conquérir le monde du Pacifique. Il y en a un qui est mort là, malheureusement, mais néanmoins, ils sont quand même arrivés à bon port de l'autre côté, en passant successivement par le Cap-Vert, par le Brésil. Évidemment, ensuite, ils poursuivent leur route, ils vont passer par les Maoris. Alors, dans le manuscrit, il décrit quelque chose d'assez étonnant, c'est le feu Saint-Thème, qui est dans une des vergues. Donc, évidemment, c'est une découverte. Donc, j'ai dû chercher, moi, sur Internet, ce que c'était qu'un feu Saint-Thème, parce que je ne savais pas. Et ça, vous découvrirez plus tard, pas dans la conférence, mais bien plus tard. Et puis, en fait, il se dirige le long de la côte, et il y a une tempête épouvantable qui va les précipiter sur la côte. C'est le 18 juin vers minuit, et vraiment, ils sont réveillés au dernier moment. D'ailleurs, la description du réveil est assez étonnante. Celui qui est dans les vergues, pour faire le guet, c'est le second, justement. Alors, est-ce que ce second a fait une erreur? Est-ce qu'il s'était endormi? Je ne sais pas. En tout cas, après, je vous ai dit, il y a un gros conflit sur place. Donc voilà ce que nous a écrit Alfred. Capitaine, montez vite à la terre. J'imagine que ça devait être effectivement assez effrayant, d'autant plus qu'il se retrouve là dans une situation dans laquelle on n'a pas du tout envie de se retrouver. Je vous l'ai dit, hein, il y a du brouillard, nuit noire, ils ont réussi à mettre le canot à la mer, et ils vont attendre, avec le peu d'affaires qu'ils ont pu sauver à ce moment-là, le petit matin, donc comme il est minuit, ils vont attendre 3, 4, 5 heures qu'il fasse un peu jour et que le brouillard se dissipe pour pouvoir imaginer comment ils vont pouvoir continuer l'histoire. Ils ne pouvaient même pas savoir s'ils étaient proches d'une terre ou pas, ils savaient simplement qu'ils étaient pris sur quelque chose. Donc, pour où suis-je? Donc voilà, donc ils pensaient qu'ils étaient là, loin des côtes, et en fait, ils imaginaient ensuite qu'ils étaient sur les deux petits carrés qui sont là. Alors qu'en fait, ils se trouvent un petit peu plus au nord. Alors vous voyez que les montagnes qui les entourent sont très très proches. Donc ils vont aller faire environ 1 mille pour se retrouver là. Alors ce qui est marrant, c'est que cette enquête elle a commencé il y a longtemps. C'est qu'à gauche, vous voyez une carte de 1946 qui est annotée par mon grand-père qui, lorsqu'il a eu le manuscrit entre les mains, s'est pris de passion également pour cette histoire et a essayé d'imaginer où le naufrage avait pu avoir lieu, où s'étaient réfugiés les uns et les autres. Et on voit, vous voyez, il y a marqué Delphine, et en dessous il y a marqué Île de l'Ouest, et puis il dit plage probable d'un campement. Quand on compare en fait cette carte de 1946 avec une carte aujourd'hui prise sur Google Earth, on voit qu'il y a des différences. C'est-à-dire que là, on voit une seule île, là, on voit qu'il y a une île et un îlot en plus. Alors, est-ce que ça a changé depuis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça a changé, donc ça veut dire que la configuration de l'époque était différente que celle qu'on peut observer aujourd'hui. Mais cette carte que mon cousin Jérôme m'avait mis en même temps que le manuscrit, je l'avais rangée et je ne l'avais pas véritablement étudiée en pensant que c'était moins intéressant que les relevés actuels. Et j'étais bloqué parce que dans le récit, Alfred parle d'un jour de beau temps, ce qui est quand même très très rare dans la région, d'un jour de beau temps où ils vont aller sur une île éloignée d'environ 5000, qui fait 30 mètres de hauteur, et ce qui leur a permis de faire un point pour savoir où ils étaient. Donc c'est comme ça qu'on a la dernière position à peu près précise de l'endroit où ils étaient. Et puis il décrit très très bien l'île sur laquelle ils sont. Il décrit aussi une île qui est au sud, qui est celle-ci, sur laquelle vivaient les Indiens nomades de la mer, enfin s'établissaient de temps en temps les Indiens nomades de la mer. Mais moi, ici, là, je ne trouvais pas l'île Western. Donc il fallait quand même cette preuve pour savoir si cet îlot était effectivement à 5000 de la plage que je supposais ou pas. Donc je demande à Christophe Paulet, basé à Santiago, rencontré suite à la mort de Dominique Prel, l'architecte dont je vous parlais tout à l'heure, et grâce à Yvonique Lecoq, vous voyez que c'est vraiment une histoire qui tourne, qui me dit, tu devrais peut-être parler avec Christophe Paulet qui est installé au Chili, je pense que l'histoire va le passionner. Et donc effectivement,
j'envoie l'histoire à Christophe, qui va se passionner, pas seulement à titre personnel, mais même d'un point de vue historique chilien. Christophe me dit, c'est l'histoire la plus documentée qu'il y a pour l'histoire chilienne. Nous n'avons aucune archive qui documente suffisamment bien un naufrage de cette époque-là, ni même une interaction avec les Indiens. Donc il s'y intéresse d'autant plus, et on commence à faire plein de découvertes très intéressantes. Et je lui dis un jour, envoie-moi une carte marine si tu peux, ça va me permettre éventuellement de voir si je trouve cette île western. Et effectivement, je trouve l'île western, qui est environ à 5000 de la plage qui m'intéresse. Celle-là, on savait qu'elle était à 2-3 000 de l'endroit où ils étaient. Donc ça correspond. Et ensuite, ce que je fais sur Google Earth toujours, c'est que j'essaie de comparer. On savait qu'on était sur l'île Campana, et j'essaie de comparer le. Qu'est-ce que j'ai? Et j'essaie de comparer toute la côte pour voir s'il y a une autre configuration qui ressemble. Parce que, évidemment, de se dire qu'on a enfin trouvé l'île, c'est absolument extraordinaire. Alors, pour insister un peu sur ce côté géographique, mais c'est important, c'est que vous voyez la carte de 1860 qui est là. Là, vous voyez un relevé de tous les îlots qu'il peut y avoir dans cette île Campana. Les zones sont comparables, hein. La zone rouge est comparable à celle-ci, la zone verte aux autres zones vertes. Là, vous voyez la carte qui leur a servi pour naviguer, la carte Pine dont je viens de parler, et la fameuse île que je détermine comme étant celle des naufragés. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, ça devait être au mois de mars dernier. Et on me dit, on a enfin trouvé l'île, c'est incroyable. Tout le monde la cherche. Alors quand je dis tout le monde, pourquoi? Parce que je ne suis pas le seul des cousins à chercher à être passionné par cette histoire. Notamment un dont j'ai parlé tout à l'heure, déjà Christian Saguillot, qui est absolument passionné par ça et qui cherche. Et on a tous, parallèlement, trouvé des choses, les textes dont je parlais tout à l'heure, en complément. Et comme vous savez, dans ces familles, ces grandes familles, je reviens à la fameuse fleur. Je rigole parce que certains de mes cousins sont dans la salle. Eh bien, dans ces familles, il y a des parentèles qui ont été faites et qui permettent de savoir qui est qui dans la famille. Je trouve que celui qui a initié la parentèle, c'est Alfred Jobet, une fois de plus. Il a été suivi par Étienne, son fils qui est en rouge en dessous. Et vous voyez qu'on est beaucoup, puisque Alfred a eu 8 enfants, dont 4 sont morts assez jeunes. 4 seulement ont eu des enfants, qui chacun ont généré, enfin ensemble ont généré 14 familles. Et vous voyez que dans chaque famille, vous voyez le nombre de descendants directs, c'est que là, quand je parle de descendants, je ne parle pas des, entre guillemets, des pièces rapportées, je parle uniquement des descendants directs. Et que vous voyez qu'il y a eu 1200 descendants d'Alfred. Et en fait, sur ces 1200, actuellement, recensés, il y a environ 1100 qui sont encore vivants, parce qu'évidemment, c'est exponentiel. Et donc, on a une parentèle. Et puis, on a donné cette parentèle où il y a environ 400 contacts mail, ce qui m'a permis de reprendre contact avec les uns et les autres. Donc, j'ai fait une première newsletter sur Alfred, et puis j'en ai fait une deuxième assez rapidement, en disant c'est formidable, on vient de retrouver l'île. Est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés pour aller découvrir l'île avec moi? Et j'ai eu un retour immédiat vraiment superbe, ce qui fait qu'on va partir au mois d'octobre sur l'île en question, avec 11 descendants directs, donc je ne compte pas les conjoints qui sont avec nous également. Et vous voyez que ce qu'il y a de très chouette, c'est qu'il y a différentes familles. Moi, j'aurais adoré qu'il y ait les 14 familles représentées. Bon, pour l'instant, il y en a quand même 6, c'est déjà pas mal. Et ça va être certainement une très très belle aventure. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'aller se rendre sur place pour se rendre compte, être confronté à notre rêve, où souvent on s'est dit, eh, si on y allait un jour, voilà. On est au pied du mur, donc on va pouvoir y aller. Alors, comment ça a été rendu possible? Ça a été rendu possible, donc comme je vous l'ai expliqué, avec Christophe Paulet, que vous voyez ici sur une carte aux archives. Cette carte n'est pas liée à notre histoire. Et il m'a dit, si on va là-bas, il faut absolument qu'on y aille avec Pedro Pugente, qui est le spécialiste pour repérer les épaves, parce que les bateaux étaient en bois, mais néanmoins, les ancres, on doit peut-être pouvoir les retrouver. Peut-être.
vraiment invraisemblable, mais on va essayer. Et puis il faut absolument y aller avec Alfredo Prieto, qui est préhistorien et qui est un grand spécialiste des ethnies nomades de la mer. On a une description extraordinaire sur l'interaction entre les Indiens trouvés sur place et les naufragés. Maintenant, on aimerait trouver des preuves sur place pour savoir quelles étaient les ethnies véritablement observées. Laurent Pavlidis, qui ne sera pas du voyage, qui, lui, fait ses recherches sur le bateau de Delphine, et qui d'ailleurs a invité l'association des Caporniers à faire une conférence le 3 octobre à Saint-Tropez avec son musée de la marine de Saint-Tropez, et il m'a demandé de venir également raconter l'état et l'avancée des recherches. Dominique Prey, qui nous a quittés donc au début de l'année dernière, qui est un petit peu la genèse de ce nouveau moteur en fait, puisque c'est en me transmettant le manuscrit que j'ai eu envie de m'y replonger, et surtout par mémoire pour Dominique de me dire bon non, on est obligé d'y aller, il faut vraiment trouver. Christian Savillot, qui a trouvé non seulement le brouillon, mais aussi un tas d'archives passionnantes, dont celle qui m'a permis d'établir qu'il y avait une parenté entre les Bulots de l'Épine et les Bégoins de Roux. Parce que, en fait, je ne comprenais pas tout à fait pourquoi et comment Alfred dit au début de son récit qu'il a eu le pied à l'étrier par la famille. Et, moi, la famille, au Havre, je ne voyais pas qui ça pouvait être. Et Christian, on était à Paris, me donne une lettre. Il me dit tiens, voilà, j'ai trouvé ça. Regarde si ça peut être intéressant. Et c'est super, c'est la demande en mariage de la fille d'Adèle par Robert Bégoin-Nour. Et lui, il répond à Bégoin. Il répond à Bégoin en disant mon cher Robert, en gros, là il y a un petit problème, je ne sais pas ce que c'est. Simplement un problème électrique. Non, je pense que c'est juste là, il n'était pas allumé en fait. Donc en fait, en attendant que ça se rallume, en fait, il dit mon cher Robert, bon, en gros, débrouille-toi pour la même ma fille, parce que si elle est d'accord, pourquoi pas. Mais je te rappelle que quand je suis arrivé au Havre, quand j'avais 16 ans, j'étais accueilli par ton grand-père comme un membre de la famille. Et là, il décrit dans cette lettre, en fait, les différents membres de la famille qui l'ont accueilli et qui l'a fréquenté à ce moment-là. Et il explique que c'est grâce à eux qu'il a réussi à embarquer pour la première fois à l'âge de 16 ans, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, est-ce que ça revient? Ce serait bien, sinon je peux continuer à vous en parler, tout ça. Donc, voilà. Donc voilà, donc j'en étais à Christian, donc il a retrouvé ça, et en plus, les brouillons, plus des rapports de mer qui sont extraordinaires, sur les voyages en Chine qu'a fait Alfred. Donc tout ça, c'est autant de nourriture pour le texte définitif qu'on va éditer l'année prochaine. Paul Bonnel, qui est là, qui est dans la salle, qui est mon beau-frère, qui est charpentier marine et qui, du coup, a une expertise intéressante sur les constructions navales. Et c'est avec lui, dès qu'on a un document qui traite à ça, on regarde un petit peu comment on peut s'en servir. Mais on attend avec impatience le retour de Laurent du chantier de Bassin. Et puis Yvonique et Brigitte Lecoat, finalement c'est grâce à eux qu'il y a eu le lien avec Christophe Paulet et qu'aujourd'hui on arrive à savoir tout ça. Donc voilà ce que ressemble la région par un jour de beau temps. Il y a 10 jours de beau temps dans l'année. Donc c'est chouette, hein, ça donne envie d'y aller longtemps. Alors comment on va faire pour y aller? On a trouvé, grâce une fois de plus à Christophe, on a trouvé 2 bateaux comme celui qui est à gauche. Sur ces bateaux, on va pouvoir embarquer 24 personnes. Donc on sera 24. Et on va partir d'un petit village qui s'appelle Puerto Natales, qu'on peut rejoindre depuis Punta Arenas en bus en 4 heures. Et on a décidé, avec le capitaine et Christophe, que le mieux était de voyager à travers les fjords en restant à l'abri de la... Oh merde, ce serait dommage qu'on fasse la Delphine saison 2. Donc on va essayer de s'abriter. Il y a 2 possibilités, soit un chemin bleu qui remonte par le nord et qui redescend,
soit le rouge qui est un petit peu plus direct. Dans les deux cas de figure, ce sont 48 heures de navigation qui sont non-stop, qui sont nécessaires pour arriver à pied d'œuvre. Et on va se protéger derrière, soit dans des fjords, en attendant que la marée, que le vent, que la mer soit douce et calme. Pour vous donner une idée, j'ai regardé cette semaine la météo là-bas. Là, vous avez le vent. Non, il fait simplement 60 km/h. Donc, vous voyez où est l'île. Et puis voilà les vagues en ce moment. Elles font entre 6 et 9 mètres. Bon, alors, heureusement, c'est pas tous les jours comme ça. Mais c'est en février, tu es en octobre. C'est en février, c'est en octobre, voilà, exactement. En octobre, c'est pareil, bon. Mais on verra bien. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en octobre, on a surveillé sur les mêmes dates au quotidien cette météo, et on aurait eu 3 jours de beau temps. Je ne parle pas du soleil, hein, je parle du temps calme, puisqu'il pleut à peu près tous les jours. Donc sur cette île, avec ces conditions-là, il faut imaginer qu'ils ont dû faire leur campement avec tout ce qu'ils ont récupéré du bateau, les voiles notamment, tous les mâts, tout le bois qu'ils ont pu récupérer a été utilisé pour ça. Ils ont récupéré aussi une partie de la cargaison, qui sont les vêtements. En fait, ils emmenaient beaucoup de vêtements à Valparaiso, qui était une ville en développement à ce moment-là, et qui manquait cruellement de vêtements pour femmes. Et puis, évidemment, ils avaient leur vie quotidienne, jusqu'à un jour où l'un d'entre eux a vu une trace de pieds nus dans le sable. Et ils se sont comparés les empreintes avec les uns et les autres, et cette trace ne correspondait à aucun d'entre eux. Donc l'angoisse a commencé à naître. Ils se sont rendus compte que leur poudre était mouillée, donc ne servait à rien pour leurs fusils, les fusils qu'ils avaient récupérés en fond de cale. Et puis un jour, évidemment, les Indiens arrivent. Mais bon, je dis les Indiens, les natifs, les nomades de la mer. Et là, il y a eu de grosses craintes. Pas de la part d'Alfred qui, à travers les récits que j'ai lus de sa main, m'a l'air complètement serein et pas du tout inquiet à aucun moment. En revanche, Maître Jean, dont je parlais tout à l'heure, celui qui a rendu les poussières, lui avait très peur des natifs. Et il parle de récits d'anthropophage, donc il inquiète un peu les autres. Néanmoins, ils sont 7, je crois, qui vont à leur rencontre, ça se passe bien, mais même très bien. Et d'ailleurs, les natifs, les nomades de la mer, vont leur apprendre comment se nourrir sur place, puisqu'en fait, ils n'ont presque plus rien à manger. Donc, on peut dire que sans les nomades de la mer, ça aurait été un petit peu plus difficile. Alors voilà l'île en question. Donc l'île dont je parle, c'est celle-ci. Il y a une petite colline qui est là, et ils ont rencontré les nomades sur cette plage-là à un moment donné. Plus tard dans le récit, ils vont voir passer une embarcation au large, près de cette île-là, et ils sont contents, parce que ils disent « Ah, super les Anglais ». Pourquoi les Anglais? Parce qu'en fait, ils sont habillés en rouge. Ils prennent leur canot, ils vont vers les Anglais. En fait, non, ce n'était pas les Anglais, c'était les Indiens qui avaient revêtu les étoffes qui les avaient refaites. Mais en revanche, ça leur a permis de découvrir l'île des Indiens et d'y rester d'ailleurs un petit peu pour partager des choses avec eux. Donc ils étaient un peu plus nombreux, ils étaient 7 quand ils les ont rencontrés là-haut, et puis une vingtaine quand ils sont descendus les voir. L'île western, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on est dans cette triangulation-là. Pour qu'on se rende mieux compte des distances, je vous ai dessiné Paris derrière. Comme ça, on parle de quelque chose qu'on connaît, parce que de parler en miles ou en kilomètres, c'est pas facile. Donc le lieu probable du naufrage, c'est là où il y a le X. Et l'endroit où nous, on va attendre le beau temps, c'est là où il y a marqué naufrage. En fait, il y a 2-3 îles de plus à cet endroit-là, et c'est dans cette zone-là qu'on attendra. Ce qui nous permettra d'être à moins d'1 heure en Zodiac de l'île en question, si on peut y débarquer. Ce qui n'est pas évident pour l'instant. Et là, à droite, peut-être que vous n'arrivez pas à lire, mais en fait, c'est la description des Indiens avec les étoffes rouges qu'ils voient passer. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est pas seulement l'aventure d'Alfred qui est absolument géniale, c'est aussi comment ça peut nous interpeller une île déserte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, en fait, tous, que ça soit une jolie île comme ça, au soleil, avec des cocotiers, un joli bateau.
Bon, nous, on sera plutôt dans le décor de gauche, hein, ça vous l'avez compris, qui peut être aussi assez chouette. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que le dernier qui a posé les pieds sur cette île, depuis 1840, c'est Alfred et ses copains. Et depuis, personne n'y est retourné. C'est une zone absolument inexplorée. Et c'est aussi la raison. On le sait par les capitaines de la zone, on le sait par les historiens et les scientifiques qui nous accompagnent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils profitent du fait qu'on y aille pour nous accompagner, pour faire une première mission d'exploration de cette zone. Et évidemment, moi, ce qui m'interpelle, c'est de me dire, qu'est-ce qu'on a trouvé sur cette île? On espère bien qu'on va trouver effectivement des traces. Ils ont fait des feux au quotidien pendant 7 mois. On devrait trouver des choses. Ils ont laissé peut-être des Dames Jeanne, puisqu'ils avaient récupéré des Dames Jeanne de Genève. Donc on peut espérer retrouver des débris de Dames Jeanne. Donc des traces comme quoi, effectivement, on ne s'est pas trompé, qu'on est véritablement sur l'île en question. On peut espérer retrouver aussi des amas coquillés, qui sont les coquillages que les Indiens décortiquaient pour savoir à quel endroit ils étaient précisément installés. Et peut-être. Et puis, je ne serais pas surpris malheureusement qu'on trouve aussi des plastiques et des choses qui dérivent, puisque malheureusement, dans les endroits les plus sauvages au monde, bon, il y a l'Antarctique qui est un peu à part, mais cette zone-là est vraiment extrêmement sauvage. L'homme a rarement mis les pieds sur l'ensemble de ces petites îles, dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors ce sera aussi pour ça qu'on y va, et aussi pour faire un bilan sur l'environnement, puisqu'on a une très très belle description à travers le récit sur les différents mammifères marins qu'ils ont pu trouver, les oiseaux, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a encore des oiseaux? On va voir. Donc c'est un petit peu le but. Pour ça, en gros, donc, ils ont dû partir de l'île, de l'îlot, donc qui est là, en bas. Et ils sont allés là-haut pour chercher jusqu'au... Je vous ai mis la carte de France à la même échelle à côté. Pour qu'on se rende compte un petit peu du voyage. 850 km en ligne droite. Eux, la ligne droite, ils connaissaient évidemment pas. Mais le premier voyage, pour s'échapper, ils sont 7 à bord, dont Alfred. Ça va être du 6 septembre au 5 octobre. Et ça va être très compliqué parce qu'il faut qu'ils écopent toutes les demi-heures pour ne pas couler. Ils vont finalement arriver là-haut, à San Carlos en coude, donc le 5 octobre. Entre-temps, après le 5 octobre, ils vont aller à Tenaum, qui est le point qui est juste en dessous, pour acheter une lancha Chiota qui puisse tenir le coup et qui puisse aller chercher tout le monde. Ils se sont rendus compte, en fait, sur place, qu'aucun grand navire ne pourrait jamais venir les chercher. Donc ça ne servait à rien de demander de l'aide à un navire pour aller chercher. Il y a trop de récifs, c'était impossible. Le seul moyen était d'y retourner. Donc le deuxième voyage, dans le sens inverse, ce sera du 2 novembre au 12 novembre. On voit que les vents étaient certainement meilleurs, parce qu'ils ont mis quand même moins de temps. Et là, ils ne sont plus que 6. Parce qu'il y en a un qui a dit non, mais moi j'y retourne pas, il est trop peur. C'était le maître Jean en question, le fameux, qui avait peur des Indiens, il avait peur de se faire manger. Donc il n'est pas reparti chercher ses copains comme les autres. Et d'ailleurs, il va rentrer le premier au Havre, il va se faire interviewer par le petit journal du Havre, et il va raconter, c'était vraiment terrible. Un matin, 250 Indiens étaient à notre porte. Il a fallu qu'on se décide à vendre notre peau vraiment chèrement. Mais non, en fait, finalement, ça s'est bien passé, dit-il quand même. Mais 250 Indiens, on ne sait pas où il est. Je me demandais d'ailleurs, je crois que le musée a retrouvé cette archive. Et donc, ça a une pièce de plus à l'édifice. Troisième voyage, donc ils partent, ils sont tous ensemble, enfin 19 d'entre eux en bas. Et ils vont partir, enfin libérés, non, 4 jours plus tard, ils reviennent au même endroit. Il y a eu une tempête épouvantable qui les a ramenés à leur point de départ. Et ils doivent attendre le 2 janvier pour finalement tous repartir et trouver du secours là-haut. Alors là-haut, ça ressemble à quoi? Donc, Chiloé, cette île, en coude, c'est ce qu'on appelait San Carlos auparavant, c'est l'image en haut à gauche. Cette jolie église en bois, il y a plein de belles églises sur cette île de Chiloé. Elles sont toutes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. La jaune a brûlé il y a 3 semaines. Elle a disparu totalement. Aucun relevé, il n'y avait rien. Alfred n'a pas connu cette église jaune, puisqu'elle a été construite en fait au début du XXe siècle.
il a connu la précédente, puisqu'il y avait eu un gros tremblement de terre, c'est une zone évidemment sismique importante, mais il a connu donc la fin de la précédente. Et puis ils sont allés à Tenaoun donc pour acheter la lancha en question. Et là c'est très intéressant parce qu'il nous décrit aussi, il rencontre les gens de la paroisse, et il nous décrit des déjeuners, et puis un petit peu les relations entre Indiens sédentarisés sur place et puis les colons que nous étions à l'époque. Donc voilà le contexte dans lequel ils vont être à ce moment-là, en espérant repartir chercher leurs amis avec une lancha qui est difficile à trouver, qui est chère. Et puis en plus, ce qui est amusant, c'est que les douaniers qui les ont vus arriver leur ont demandé les droits de douane sur les marchandises qui avaient coulé. Donc déjà à l'époque, pas facile. Voilà à quoi ressemblent les lanchas en question. Alors ces lanchas, elles sont intéressantes parce qu'aujourd'hui, il y en a toujours, et ce sont toujours les mêmes. Donc avec ceux qui partent avec moi là-bas, certains vont me suivre à Chiloé, et l'idée, ça va être que pour ceux qui sont marins, expérimentés, eh bien, on va en louer quelques-unes, et je voudrais avoir le ressenti des uns. Moi, je ne suis pas marin, je ne suis pas, mais bon, je serais ravi d'être passager à ce moment-là, mais d'avoir le ressenti en fait de la maniabilité de ces bateaux avec lesquels ils ont fait le parcours dont je vous parlais tout à l'heure. Alors donc, tous ces gens sont revenus à Chiloé, vont repartir les uns et les autres vers Valparaiso, et ils vont avoir des destins différents. Alors, tous ceux sur lesquels il y a du rouge, on sait à peu près ce qu'ils sont devenus. Il y a le second, Jérôme d'Anvers, qui est sans doute à la cause du naufrage. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est reparti de Valparaiso pour l'Australie, et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Le tréché, le matelot, qui avait 27 ans. Alors lui, il n'avait pas de chance. Quelques mois plus tard, il réembarque, il tombe à la mer, et il meurt. Déçu, le matelot aussi. Lui, il ne se présentera jamais à l'embarquement pour revenir en France. Aucune nouvelle. Le moule, le jeune, qui avait 14 ans, lui, il va continuer sa carrière de marin. On a retrouvé son matricule. Et donc, il va continuer pendant longtemps. Darlu, le chimiste à bord, il va rester au Chili. Il va faire fortune grâce à un brevet de chimiste, certainement avec l'argent et des choses comme ça. Messonnier, jeune étudiant qui était à bord aussi, un des 4 passagers. Lui, quand il va être à Chiloé, le consul va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider parce qu'il a été laissé au dernier moment par son bras droit. Et il propose à Messonnier de l'aider au consulat. Messonnier va faire sa carrière dans la diplomatie et il sera ambassadeur de France en Grèce à la fin de sa carrière. Le capitaine Kwasi, le fameux, donc qui a, je vous rappelle, il a coulé une première fois à Saint-Domingue, il a coulé une deuxième et pas une seconde fois à Chiloé, au Chili. Il est nommé à la Légion d'honneur pour le courage dont il a fait preuve, et c'est vrai qu'il est courageux avec tout ce qu'il a fait. Il ne va pas attendre de la recevoir, il va partir en voyage, et sur son retour, il va couler, il va mourir en mer. Donc il y a des gens dont le destin est quand même assez étonnant. 3 fois. Quant à Alfred, bon, il est revenu, il a fondé une famille, vous avez compris, on est tous là pour en témoigner. Il a fait beaucoup de petits, effectivement. Mais ce qui m'a interpellé dans son récit, c'est qu'en fait, à aucun moment, on a l'impression qu'il se sent en danger, qu'il est inquiet, qu'il souffre du climat, qu'il y a des problèmes de conflit entre les uns et les autres. Et pourtant, il y en avait, puisqu'on a compris qu'avec d'Anvers, il y en avait un sacré, mais avec d'autres aussi. Et en fait, j'ai retrouvé ce tableau qui est un tableau de la prise du fort dont je parlais tout à l'heure au Mexique, pour la guerre du Mexique de 1837. Et Alfred, il est à bord d'un de ces bateaux, et certainement à 19 ans. Et donc il a dû
certainement avoir des expériences là aussi qui peut être effrayantes. Donc finalement, l'un dans l'autre, tout ça n'est pas très compliqué. Donc il a pris ça avec philosophie, certainement. Et d'ailleurs, dans tous les écrits que j'ai eus sous les yeux par la suite, on voit qu'effectivement, Alfred était quelqu'un de bon, qui n'avait pas sa langue dans sa poche. J'ai trouvé des lettres quand il était à la compagnie transatlantique adressées au ministre, puisqu'on lui avait reproché quelque chose qu'il trouvait que c'était injuste, donc il écrivait au ministre pour le dire. Et aujourd'hui, voilà un petit peu l'état des lieux de ce qu'on connaît sur Alfred. Cet état des lieux, il va donner naissance à un livre l'année prochaine. Alors on attend évidemment de retourner sur place, de faire des photos. Il y aura peut-être un film documentaire qui sera fait également. Je suis en discussion en ce moment avec 2 chaînes que ça intéresse. Donc, retrouver plus de documents, ce qui est le cas presque au quotidien, c'est que tous les 2-3 jours, Christophe m'envoie quelque chose, il dit « Ah, c'est formidable, regarde, on a trouvé ça ». Donc, génial. Donc, et là, il est rentré en contact avec quelqu'un qui est peut-être dans la salle, on ne sait pas, qui est un expert du port du Havre et des baleiniers de l'époque. Et ça nous intéresse beaucoup aussi l'histoire des baleiniers, parce que, aussi lié à la ressource dont je parlais tout à l'heure, pour savoir, je suis en contact avec d'autres scientifiques qui étudient les mammifères marins, et pour qu'on sache un petit peu quelle est la ressource aujourd'hui. Cette notion dans le temps d'avoir un témoignage aussi important en 1840 et de savoir qu'aujourd'hui on peut le comparer avec des choses, c'est évidemment passionnant. Donc ce livre, en fait, ça va être un gros coffret, il fera 350 pages environ. Toutes les histoires, toutes les sources seront faites en un seul texte, de manière à ce qu'on puisse vraiment suivre l'ensemble de l'histoire. En revanche, chaque source sera publiée aussi avec ses références, de manière à ce que si par la suite quelqu'un de la famille a envie de reprendre des recherches, qu'il ne fasse pas comme nous toutes en parallèle, et qu'il puisse savoir où on peut trouver évidemment chacun des documents. Donc voilà où on en est, et je dirais maintenant c'est à suivre, parce que on va voir qu'est-ce qui se passe par la suite. On en est là pour l'instant. Donc voilà. Vous avez fait du bon travail. Merci. Voilà, si vous avez quelques questions, évidemment, je serai ravi. Pas de questions? Ah, tiens, non, la question, à moins que j'ai loupé la réponse, est-ce que tu as parlé de la cargaison? Alors, c'est assez peu de choses, la cargaison. On sait, j'en ai parlé un petit peu, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de vêtements pour les femmes notamment. Il y avait des dames de Genève, qu'il y avait un petit peu de fusils, mais en fait, pour l'instant, on n'a pas retrouvé l'état de la cargaison complète. Je ne désespère pas, ça fait partie des choses qu'on recherche aussi. Il n'y avait pas un assureur maritime qui a fait une fiche de canalisement au départ ici, le coq. Pas trouvé pour le moment, mais bon, toutes les pistes sont bonnes à prendre. Si certains des pistes, on les suivra avec intérêt. Paul. Est-ce qu'on a des informations sur l'Y qui apparaît quelques jours après la Delphine? Oui, on sait des choses sur l'Y. L'Y, en fait, est un bateau à peu près de tonnage similaire qui part le lendemain de la Delphine. Et je pensais au départ qu'ils étaient l'un à côté de l'autre pendant 3 mois, parce qu'en fait, la Delphine est restée de janvier jusqu'au mois de mars à quai. Et en fait, non, l'Y est parti de Bordeaux, et il a fait un peu du cabotage pour remplir sa cargaison. Il a rejoint au dernier moment le quai, l'endroit où était postée la Delphine, et ils sont partis là. Mais en revanche, on ne sait absolument pas ce qu'il est devenu. Il est arrivé à son port, hein, mais on n'a pas d'autres informations pour l'instant. Je veux dire qu'on n'a pas tellement cherché dans ce sens encore pour le moment. La carte qui est dans le livre, Oui. elle ne correspond plus à ce qu'on voit sur Google. Non. Est-ce que c'est dû au tremblement de terre grand qu'il y a sur zone? Je pense que la carte qui est dans le livre n'est pas, c'est pas la carte qui a été trouvée dans les archives. C'est la carte que je montrais tout à l'heure, que mon grand-père avait trouvée, qui était une carte de 1946. Et donc, il ne faut pas prendre comme un document. Je parle de celle où il y a la plage, deux avancées. Ouais, je pense que c'est une interprétation. C'est un dessin qu'il a dû faire lui, je pense. Celle-là.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est On pas a du tout. pas. Non, Sur on le- ne trouve absolument pas. sur le- Mais ce qui n'est pas étonnant, parce qu'en fait, quand on, même un jour faites l'expérience, essayez de vous retrouver quelque part et de décrire ce que vous voyez autour. On ne peut absolument pas faire une carte à plat comme ça. Donc ça, je pense que c'est une interprétation qui a été faite d'après la description des textes du livre. Bon, là, je vais faire une photo. Juste à la fin, tu dis qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche, etc. Mais en fait, quand tu lis son récit, il n'a pas du tout de il n'a pas du tout de ressenti, il ne donne pas ses impressions. Non, au contraire. Au contraire, non, au contraire, effectivement, il ne donne rien. Ouais, Comme ressenti. C'est un récit qui est fait. C'est Là, très- bon, il faut dire qu'il y a le manuscrit qu'on a pour l'instant, c'est un texte qu'il a fait à la fin de sa vie. Son fils venait de mourir emporté par une lave-mer. Et il a voulu, d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans la préface, il dit à l'époque où les bateaux vapeurs vont être de plus en plus présents, il va sembler qu'il y aura de plus en plus de problèmes en mer. Donc je livre ce récit pour que d'autres puissent se ressourcer dans ce récit, en sachant, alors il dit avec toi le ciel t'aidera, enfin voilà, c'était. Mais je pense que vraiment il était, bon en plus on voit, hein, il est mort un an plus tard, donc il était à la fin de sa vie. En revanche, et ce sera publié in extenso dans le livre, le premier récit est absolument génial. Voilà, C'est beaucoup plus libre. c'est comme avec les Indiens, on attendrait beaucoup plus d'informations sur les Indiens, mais il ne dit pas grand-chose en fait. Alors il dit un peu plus, même des choses assez rigolotes dans son premier livre. Donc voilà, là, madame. Oui, excusez-moi, je voudrais deux petits points. Il y a quelque chose au cheveu marin. Il a acheté une lancha Athéna, c'est ça? Athéna, oui. Et comment il a acheté? En fait, c'est le consul de France sur place qui les a aidés pour toutes les formalités, pour avancer l'argent et pour faire les contrats avec les uns et les autres. Et en revanche, une fois qu'ils ont acheté la lancha, eh bien, c'était simplement comme une grande barque, et ce sont les charpentiers du navire La Delphine qui l'ont ponté et qui l'ont préparé pour le voyage. Et d'ailleurs, ce qui leur a servi, parce que le prêtre de Tenanou leur a offert un port pour qu'ils puissent l'emmener. Et d'ailleurs, Alfred s'est énervé en disant mais ils sont absolument géniaux, ces animaux, ils s'adaptent partout, ils sont extraordinaires. Donc, voilà. Donc c'est le consul vraiment qui les a aidés énormément. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans les archives consulaires, on a retrouvé un petit peu des échanges qui sont tout à fait intéressants. François. Tu nous dis qu'il n'y a personne n'y a été depuis 1850. Mais en 1850, il y avait des Indiens notamment. Ah si, alors quand je dis personne, c'est personne, bon, voilà, c'est personne d'occidentaux. D'accord. Ça n'a pas été, les terres n'ont pas été colonisés pour y installer des maisons. En revanche, tant que les natifs, les nomades de la mer ont été vivants, je vais dire, ils ont continué à fréquenter ces eaux, mais ça s'est arrêté assez rapidement. Ils y sont encore, non? Non, il n'y a plus. On verra, ce sera d'abord de moi. Mais a priori, C'est fait des Indiens. a priori, non, il n'y en a plus. Ils se sont sédentarisés. Mais pour les mêmes raisons que partout dans le monde, hein, c'est qu'en fait, les natifs se sont sédentarisés parce qu'on leur a offert certainement de quoi vivre et que c'était plus pratique, finalement, de vivre dans des choses dures que dans des parcs nomades. Non, il ne faut pas penser qu'on va rencontrer des Indiens. On verra, je crois pas. Les petits enfants d'Alfred. René, est-ce que tu peux allumer la salle? Je prends mon petit appareil photo et je fais une photo de vous tous. Parce qu'à la base, mon premier métier, c'est photographe. Tu l'as mon appareil? Non, ça, c'est- Je ne sais pas si je vais voir tout le monde. Frédéric, tu viens au milieu. Oui, je viendrai après. Alors voilà, je ne vais pas vous demander à tous de sourire, mais en même temps, pourquoi pas? Ça serait bien. Allez, j'en fais une dernière.